Bonjour à tous, bienvenue, c'est l'heure de Parlement Hebdo sur les chaînes parlementaires. On va refaire toute l'actualité politique et parlementaire de la semaine en 45 minutes avec Katia Guilder. Bonjour Katia. Bonjour Mickaël. Et dans l'actualité cette semaine, un début de semaine marqué par le décès du sénateur Jean Germain. L'ancien maire de Tours s'est donné la mort avant un procès en correctionnel. Un geste très rare en politique. Dans une lettre, il dénonçait la chasse contre les hommes politiques. Actualité parlementaire, l'examen de la loi Macron a débuté au Sénat dans une ambiance assez animée. La droite, majoritaire à la Haute Assemblée, a supprimé quelques mesures qu'elle juge contre-productives. Le ministre Emmanuel Macron, lui, se dit ouvert au dialogue. Enfin, après de 3 semaines de grève à Radio France, son président Mathieu Gallet a été auditionné à l'Assemblée nationale. La ministre de la Culture, Fleur Pellerin, affirme que ce mouvement n'a que trop duré. Et pour commenter cette semaine, notre invité est Didier Guillaume. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du groupe socialiste au Sénat, sénateur de la Drôme. Alors avant de dérouler la semaine, je vous propose, c'est la tradition ici, d'écouter l'avis de certains de vos collègues sénateurs, mais aussi députés. Réaction à chaud au micro de Lucie Guillemot et Aurélien Idéal. Je crois qu'il réussit à mener son groupe avec de la cohésion, de l'écoute. Et on voit bien que c'est un groupe qui, globalement, en tout cas vu de l'Assemblée nationale, pour nous, fonctionne bien. Et Guy Guillaume est pour nous un bon interlocuteur. Il est conciliant, il est diplomate et souriant. C'est à la fois un sénateur très présent ici, et puis je pense qu'il a un ancrage solide dans son département préféré. Sur les sujets qui me préoccupaient, agriculture biologique, restriction des pesticides et tout, on a discuté fermement, mais bon, c'est quelqu'un avec qui on a pu dialoguer, faire avancer un certain nombre de choses. Il a une double responsabilité, à la fois d'assurer le relais de l'action du gouvernement, et puis parallèlement de pouvoir mener de beaux combats. Il réussit, je crois, une bonne synthèse entre l'écoute nécessaire et le fait de tenir le cap, ce qui est également nécessaire. Alors voilà ce qu'on dit de vous. Vous êtes assez d'accord avec ce portrait? Oui. C'est sympathique. C'est très sympa, oui. On parle aussi d'homme de la synthèse. C'est pas facile d'être l'homme de la synthèse en ce moment. Si, mais enfin, être président d'un groupe, c'est deux choses. C'est d'abord faire vivre le groupe. Un groupe doit vivre. Il doit se nourrir de la réflexion des autres. Tout le monde aussi. On ne doit pas imposer les choses. Et on est plus intelligent à plusieurs que seul. Et donc ce groupe socialiste du Sénat, moi je suis heureux depuis un an d'assumer cette tâche, parce que c'est un travail collectif et ce groupe s'enrichit. C'est aussi parfois faire preuve d'autorité, mais c'est les deux. Et je crois que les choses se passent pas trop mal. Mathilde Siro, du scan, de notre partenaire aussi du Figaro, reviendra évidemment sur ces 1 an. Vous avez aussi un certain franc-parler. J'espère que vous allez le garder pour tout au long de cette émission. On va commencer par la journée du mardi qui a été rythmée par les réactions et les hommages à la mort de Jean Germain. Jean Germain, sénateur socialiste, ancien maire de Tours, s'est donné la mort le jour où devait s'ouvrir un procès en correctionnel dit des mariages chinois. Il a dénoncé dans une lettre la chasse aux hommes politiques. Un choc pour les parlementaires, hommage dans l'hémicycle du Sénat et des paroles très fortes de son président, Gérard Larcher. On l'écoute. En fin de matinée, nous avons appris avec stupeur le décès de notre collègue Jean Germain, sénateur d'Indre-et-Loire. Il avait décidé d'achever son chemin et laisser un message à ses proches. Tous oui, nous sommes atterrés par cette terrible nouvelle et encore sous le coup de l'émotion. Jean Germain s'est senti condamné avant même d'être jugé par un système qui n'a finalement jamais rien retenu depuis Pierre Bérégovoy. Ah, Didier Guillaume, j'imagine. Tristesse, parce que vous étiez très proche de Jean Germain. Mais il y a aussi un sentiment de colère, on l'a senti de la part de tous les sénateurs. D'abord, une pensée pour Jean Germain, qui était un exemple pour les sénateurs. Il faisait peu de bruit, il parlait peu, mais il parlait juste. Et à la commission des finances, oui, mais à la commission des finances, il était vraiment considéré comme tel, de grande qualité. Et en même temps, il a fait un choix dramatique qu'il faut respecter. Et moi, je vais avoir une pensée pour lui, pour sa famille, pour ses proches, parce que mais ce sentiment de colère dramatique qui prédomine aussi également. Oui, parce que, enfin, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Enfin, la vie d'un homme, c'est plus fort que tout. Et aujourd'hui, moi, ce que je veux vraiment dire, c'est que les hommes et les femmes politiques doivent être cuirassés. Quand on s'engage en politique, il faut être solide. Alors, ils ne le sont pas tous. Mais si, il faut être solide. Mais en même temps, il ne faut jamais oublier
que derrière un homme politique ou une femme politique, il y a un homme et une femme, comme les autres. Tout n'est pas permis. Avec un cœur, avec des tripes, avec tout cela. Et voilà, alors après, c'est la vie. Moi, je veux mettre en cause personne. Mais il a vécu cette période-là très douloureusement. Il a fait un choix et c'est vraiment ça m'attriste. C'était un homme honnête, c'était un humaniste, c'était un vrai républicain. Lui, il a su ce que c'est l'ascenseur républicain. Mais quand on a entendu Gérard Larcher faire ce rapport avec Pierre Bérégovoy, est-ce que ce n'est pas allé peut-être un petit peu trop loin dans les exemples, forcément? Non, mais moi, je ne veux pas commenter ce qu'a dit le président du Sénat. Il n'est pas le seul à l'avoir dit. Je dis simplement qu'il faut que l'on regarde cette situation en face. Pour la première fois dans l'histoire, un sénateur en exercice s'est suicidé. Voilà. Et c'est une grande tristesse. Alors on va revenir à l'actualité parlementaire avec la loi Macron qui est de retour au Sénat. Le texte qui vise à lever les blocages de l'économie fait beaucoup de bruit, comme nous le raconte Quentin Calmet. Dès les premières minutes, le ton est donné entre socialistes et communistes. Pourquoi votre projet n'aborde-t-il pas la question centrale du coût du capital ? C'est-à-dire, mais Madame Bric, arrêtez de râler à chaque fois que l'on passe, parce que si vous voulez, on peut prendre la porte, on peut sortir, on a autre chose à faire aussi. Alors arrêtez de râler à chaque fois que nous prononçons un mot qui n'est pas un gros mot, voilà. Donc vous nous laissez, comment ? Les communistes, très nombreux en séance, dénoncent la ligne économique d'Emmanuel Macron. Avec au total plus de 480 amendements déposés sur ce texte, il n'en fallait pas plus pour les accuser de faire de l'obstruction. Non mais 480 amendements sur une loi qui compte maintenant plus de 200 articles, en quoi on peut parler d'obstruction ? Ça fait une moyenne en gros de 2 amendements par article de la loi. Nous disons une chose très très simple et qui est notre unique ligne de conduite. Nous l'avons dit avant les élections, pendant les élections, après les élections. Le rassemblement de la gauche ne peut pas se faire sur une politique comme la loi Macron le montre, qui divise la gauche. C'est aussi simple que ça. La gauche peut se rassembler, et nous le souhaitons, si elle est unie sur des projets qui sont des projets de développement social solidaire. De l'autre côté de l'échiquier politique, c'est la droite sénatoriale qui entend remanier le texte. Emmanuel Macron se retrouve ainsi pris entre deux feux. Vous vous sentez pas trop écartelé entre les communistes et la droite ici? Un peu plus pour m'écarteler. Bonjour. Non, on a sa cohérence propre, on avance. Ne vous inquiétez pas. Avancer coûte que coûte en séance au Sénat pendant encore au moins 10 jours, car les sénateurs communistes l'ont déjà annoncé, ils entendent prendre leur temps et dénoncer la loi Macron article par article. Alors, beaucoup de tumulte sur ce texte au Sénat, avec d'un côté les communistes, de l'autre côté la majorité de droite au Sénat. Et vous êtes où dans tout ça? Est-ce que les socialistes ne sont pas un peu isolés? Vous êtes où? Nous sommes en soutien au gouvernement, en soutien à cette loi croissance et activité et en soutien à Emmanuel Macron. En soutien total à Emmanuel. En soutien total. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons tous faire le même constat, droite comme gauche, avec des sensibilités différentes. L'économie est en panne. Les entreprises n'ont plus de marge. Les salariés sont en difficulté. Mais cette loi va très loin. Mais cette loi, elle va très loin. Pourquoi elle va très loin? Mais pourquoi elle va très loin? Mais ça veut rien dire, un virage libéral. Vous savez, moi, je pense qu'il faut arrêter le dogmatisme. Aujourd'hui, la France ne peut plus se permettre de dogmatisme, ni de la part des communistes, des socialistes ou de la droite et de l'UMP. Et quand je parle de dogmatisme, quand on regarde ce qu'a fait la droite et le centre à l'Assemblée nationale, que uniquement pour des raisons politiciennes, sur ordre vraisemblablement du patron de l'UMP, alors qu'ils étaient favorables avec la plupart des articles de ce texte, ont voté contre. Ce n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Tout à l'heure, on disait, mais est-ce que le PC fait de l'obstruction? Le PC ne fait pas plus d'obstruction que l'UMP a pu en faire, ou que nous, on a pu en faire que lorsque nous étions dans l'opposition. Ils affirment leurs convictions. Elles sont respectables, je les regrette. Mais aujourd'hui, la véritable obstruction, à la limite, c'est l'UMP. C'est la commission spéciale qui a vidé le texte de ses avancées et qui, pour le coup, lui fait prendre le virage libéral. Parce que c'est la commission spéciale qui fait un texte libéral. Didier Guillaume, vous parlez de dogmatisme, on vous rappelle quand même qu'à l'Assemblée nationale, une partie des troupes socialistes ont crié de tous les cris à l'Assemblée sur ce texte. Mais bien sûr, je le regrette. Vous parlez des frondeurs aussi. Mais je le regrette. Parce que des Verts, des frondeurs. C'est pas normal que les choses se passent dans ce sens-là. Mais vous savez, c'est parce que c'est difficile que nous voulons rassembler le plus possible. Il n'y a pas de frondeurs au Sénat? Et faire de la politique, bon, peut-être pas un ou deux, mais je ne crois pas. Ce qui compte, c'est de libérer l'économie.
c'est de protéger les salariés et c'est de créer de l'emploi. C'est ça l'enjeu de cette loi. Qui peut être contre ces annonces-là? Après, le reste, c'est du débat politicien. Être pour ou contre le texte, on verra bien. Moi, je regrette que le Sénat n'ait pas pu avancer. Je le regrette. Qu'est-ce que ça veut dire de vouloir supprimer les 35 heures alors que la droite, pendant 10 ans, n'y a rien fait? Qu'est-ce que ça veut dire de vouloir pousser en disant les seuils sociaux, c'est un frein, on va tout supprimer? Eux disent que c'est leur programme pour 2017. Oui, mais le programme pour 2017, c'était pas celui de 2007. Et ce n'était pas celui de 2012. Donc on verra quel est leur programme. Ils veulent une réforme du travail. Ils veulent une réforme du travail, réforme par exemple du contrat du CDI. Est-ce que vous pouvez confirmer que dans la prochaine loi de François Rebsamen qui aura lieu le 22 avril au Conseil des ministres, on ne touchera pas au contrat de travail? Je ne peux rien confirmer parce que je ne sais pas ce qu'il y aura complètement dans cette loi. Vous avez certainement travaillé avec... J'en ai parlé avec François Rebsamen. Ce que je veux vous dire, c'est que nous avons des principes. Pas de dogmatisme, mais des principes. Des valeurs. Et sur ce cas concret... Ça, c'est une valeur concrète. Mais je vais vous le dire. Ce qui compte, c'est de faire évoluer l'économie sans mettre à mal les contrats de travail et sans mettre à mal les salariés. C'est un équilibre aussi à trouver. Donc, eh bien, bien sûr, oui, mais c'est la grande différence peut-être que nous avons avec la droite, c'est que eux, ils se fichent, excusez-moi l'expression, des citoyens, des salariés. Ce qu'ils veulent, c'est l'économie, l'économie, l'économie. Pas moi. Quand j'entends cette semaine la CGPME, la CAPEB et une partie du MEDEF qui dit les annonces du gouvernement qui ont été faites mercredi dernier sur les syndicats des entreprises vont dans le bon sens. Oui. Eh bien voilà. Mais il faut aller plus loin. Est-ce qu'on ne serait pas capable dans ce pays de se dire quand la patrie est en jeu, c'est l'économie dont il s'agit. Enfin, la France est un grand pays. Est-ce qu'on n'est pas capable de se dire on va se rassembler là-dessus? C'est ça l'enjeu. Alors nous avons des débats. Donc tout le monde va s'assembler autour de la loi de François Rebsamen du 22 avril pour un nouveau contrat. Mais moi je l'espère, nous verrons bien. Alors Didier Guillaume, il y avait aussi des choses qui se sont passées à l'UMP puisque un accord a été trouvé pour l'organisation des primaires qui auront lieu en novembre 2016. Les modalités sont arrêtées. Pour l'instant, Nicolas Sarkozy n'a pas dévoilé sa candidature. Alors la gauche a l'expérience des primaires. Est-ce que pour vous, ça peut marcher aussi à droite? Puisque c'est une première pour ce parti. Mais oui, comme nous, c'était une première la dernière fois. Je pense que c'est bien. C'est une élection présidentielle. Aujourd'hui, entre le peuple et les élites, entre les citoyens et la politique, entre les Françaises et les Français et les hommes et les femmes politiques, il y a plus qu'un gouffre, il y a un abysse, c'est un autre monde. Et donc il faut que nous réhabilitions la politique, les uns et les autres. En permettant aussi le Alors changement... peut-être on parlera du fond, mais y compris par la gouvernance et par la façon de faire. Et aujourd'hui, que des citoyens engagés à droite, non militants, comme des citoyens engagés à gauche, non militants, puissent désigner leur candidat à une primaire présidentielle, ça me semble logique à partir du moment où on n'est pas en responsabilité. Qu'est-ce que vous répondez aux militants, aux adhérents du Parti Socialiste, qu'on entend beaucoup à gauche, qui disent on va aller voter pour Alain Juppé pour faire barrage à Nicolas Sarkozy? Non, mais ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, lorsqu'on vote à une primaire, il faut signer, comme nous l'avions fait la dernière fois, signer un engagement, une charte, comme quoi on partage les valeurs de droite. Non, tout ça, c'est rien du tout. Ça ne vaut même pas la peine de s'y arrêter. Allez, on va passer, cette fois, on va retourner au Sénat. La France a déroulé le tapis rouge pour le président tunisien. Il a été reçu d'une part à l'Élysée par François Hollande pour un dîner d'État, avant de prononcer un discours, et c'est assez rare, un discours devant les sénateurs dans l'hémicycle de la Chambre haute, Didier Guillaume. C'est très très rare, un discours d'un président à l'Assemblée, ou au Sénat évidemment, à la Chambre haute. C'est très rare et ça a été très très écouté. Il y a eu beaucoup de monde dans l'hémicycle. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu votre sentiment sur ce qui s'est dit? C'est important, la Tunisie, la France et les rapports. C'était un très grand moment. Un très grand moment. Comme vous le dites, c'est assez rare qu'on s'exprime. Oui. Le roi d'Espagne devait le faire à l'Assemblée, mais avec les événements, il ne l'a pas fait. C'était un bon moment parce que c'est la première fois qu'un président élu démocratiquement de Tunisie vient en France et s'exprime devant le Parlement français. C'est important parce que pour lutter contre le terrorisme, nous devons être ensemble. C'est important parce qu'après ce qui s'est passé dans leur pays, les attentats, la marche du dimanche 29 mars, où le président de la République française était présent, nous voulions dire plusieurs choses. Un, l'amitié entre nos deux pays. Deux, des relations fraternelles que nous devons entretenir entre les peuples français et les peuples tunisiens. Et trois, que nous avons à rapprocher nos politiques afin de travailler ensemble. Alors on va passer à mercredi, Didier Guillaume, si vous le voulez bien, avec Manuel Valls qui lance ses grands travaux de printemps, si on peut dire.
Le Premier ministre qui a donc ouvert le chantier de l'investissement et il mise sur l'investissement pour faire revenir la croissance en France en espérant que les entreprises jouent le jeu. Regardez ce sujet d'Elisa Bertolomé. 10 jours après la claque reçue lors des élections départementales, l'exécutif réplique en proposant diverses mesures en faveur de l'investissement. La principale, la mise en place d'un avantage fiscal pour les entreprises qui acquerront des biens d'ici avril 2016. Les montants investis pourront être déduits de l'impôt sur les sociétés. Tous les investissements industriels faits par toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, sont concernés par cette mesure. C'est un effort, là aussi, sans précédent, de 2,5 milliards d'euros au bénéfice de l'investissement industriel. Autre volet de cet ensemble de mesures, l'investissement public. La BPI va augmenter ses prêts jusqu'à 8 milliards d'euros. Un plan de travaux autoroutiers de 3,2 milliards d'euros d'investissement est programmé. Les discussions avec les sociétés d'autoroutes sont déjà entamées. Elles se traduisent, ces discussions, également par 500 millions d'investissements supplémentaires dans les infrastructures et les projets de transport, dont 300 millions à la FIT sur 3 ans, sans hausse des tarifs de péage en 2015. Concernant l'emploi, le Premier ministre a rappelé les réformes déjà engagées. Mise en place de la prime d'activité, réforme du dialogue social et création d'un compte personnel d'activité qui regroupera les comptes de formation et de pénibilité. Poursuivi également la mise en place du pacte de responsabilité. Sur ce terrain, le compte n'y est pas. L'effort est insuffisant dans trop de branches professionnelles. Avec l'annonce de ces mesures, Manuel Valls s'est livré à un numéro d'équilibriste. Le Premier ministre marche sur un fil. Il doit donner des gages à l'aile gauche du PS, sans effrayer le monde de l'entreprise. Voilà, numéro d'équilibriste aussi pour Manuel Valls. C'est pas facile, ce sera pas facile de mettre en œuvre ces 12 travaux d'Hercule. Il va y arriver avec l'opposition des frondeurs. Mais écoutez, ça paraît la vie politique ne tourne pas autour des frondeurs, autour de l'aile gauche, après les élections départementales. Mais est-ce qu'il aura les marges de manœuvre L'exécutif, le président de la République et le Premier ministre ont entendu le message des urnes. En même temps, c'est une des réponses. Ça n'a pas été bâti en 3 jours, cela. C'est une des réponses, il fallait avancer. Qu'avait dit François Hollande dans la campagne des élections présidentielles? Les 3 premières années seront difficiles. Elles ont été difficiles. Et après, si nous avons des marges de manœuvre, nous allons essayer de redistribuer. Alors, on est entré dans la phase de redistribution promise par François Hollande. C'est ça? Je le crois. Nous avons d'abord beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Parce qu'il faut appeler un chat un chat. La reprise qui vient de l'extérieur, la baisse du pétrole, les taux d'intérêt, ça ne dépend pas uniquement de nous. Mais tant mieux pour les Français et les Françaises, tant mieux pour la France. Et donc à partir de là, les Français, quelque part, ils payent moins cher leur essence ou leur diesel. Donc ils gagnent un petit peu de pouvoir d'achat, pas assez, mais ils gagnent un petit peu. La situation économique est désastreuse, nous en parlions. Il faut redonner des marges de manœuvre aux entreprises. Il faut libérer l'économie, la loi Macron peut y contribuer, et il faut surtout investir, comme votre reportage l'a montré. Et l'investissement public et l'investissement privé est indispensable pour les collectivités locales. Il faut que les collectivités locales investissent. Mais en même temps, l'équilibre des comptes fait qu'on ne peut pas revenir sur la baisse des dotations qui a été annoncée par la droite, qui a été annoncée par la gauche. C'est surtout l'investissement privé qui va peut-être qui permet de relancer l'économie et qui est donc bonne pour l'emploi. Mais est-ce que vous pensez que les entreprises vont jouer le jeu? Oui, si vous permettez, 70% de l'investissement public en France l'investissement en France est fait par les collectivités locales. Après, il y a l'investissement privé. Il faut que les entreprises jouent le jeu. Et le Premier ministre l'a dit, le compte n'y est pas encore. Mais quand j'entends les petites entreprises, les PME, celles que l'on connaît, dans une PME, il n'y a pas de différence entre le patron et le salarié. Tout le monde a envie que la boîte fonctionne, parce que les enfants sont à l'école du village. Non, elles ne sont pas pénalisées, parce que justement, dans les annonces qui ont été faites, ça va aller dans le bon sens. Elles vont avoir des marges pour pouvoir éventuellement les patrons investir. Ne jouent pas le jeu. Pierre Gattaz ne joue toujours pas le jeu? Non, pas assez. Il ne joue pas le jeu. Il a un badge depuis des mois et des mois à la boutonnière. Nous voulons créer 1 million d'emplois. Ouais. Ben, je les attends. Je pense que le MEDEF... Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui aux patrons? Soyez des patriotes. Soyez une organisation patriotique. Aimez la France et défendez-la. Je suis sûr que c'est le cas. Alors, comme ils aiment la France et comme ils veulent la défendre,
faut faire des efforts. Il ne faut pas toujours demander et demander encore. Je comprends ce que le vous dites, pacte de responsabilité, pas le jeu le pacte de responsabilité quand même, c'est en direction des entreprises. Ça nous a été reproché de dire vous faites trop pour les entreprises. C'était le côté j'aime l'entreprise. Et pas assez pour les salariés. Ben oui, moi j'aime l'entreprise, bien sûr. J'adore l'entreprise parce que sans les entreprises, sans les patrons, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de salariés. Donc voilà, il faut que les grandes entreprises fassent un effort. Alors je répète ma question, pourquoi selon vous les patrons ne font-ils pas cet effort-là? Parce qu'ils sont frileux, parce qu'ils ont peur de l'avenir, parce qu'il leur faut, et c'est ce que nous essayons de faire, leur donner de la cohérence et de la stabilité. On ne peut pas, au gré d'un budget d'année après année, bouger les choses. Et notamment sur le plan fiscal. Mais notamment sur le plan fiscal. Oui, vous avez raison. C'est la raison pour laquelle le pacte de responsabilité est maintenu. Les efforts pour baisser le déficit sont maintenus pour baisser la dette. On ne bougera pas là-dessus. Maintenant, dans ce qui a été annoncé par le Premier ministre, il y a aussi des nouveaux droits pour les salariés. La pénibilité, nous tiendrons. Elle est indispensable, mais pas une pénibilité. Si on nous dit, tel que c'est fait là par l'administration, c'est une usine à gaz, alors il faut y revenir. Notamment dans l'agriculture, qui est un secteur que je connais un peu. La pénibilité, il faut la mettre en place, mais telle qu'elle a été préparée, ça ne va pas. Il faut changer. Je reviens 2 petites secondes sur Emmanuel Macron. Il veut aller plus loin, plus vite, plus fort. C'est lui qui tient la ligne économique du gouvernement. C'est vous qui interprétez tout cela. C'est lui qui l'a dit. Macron est un excellent ministre. Il pousse dans une direction. Il veut une nouvelle loi Macron, on lui a refusé. Oui, mais on verra. Mais il est au service d'une politique. On verra tout ça. Je pense qu'il faut ralentir la vitesse médiatique de la politique. Je pense que les choses vont trop vite. Une phrase le matin, et c'est dans tous les journaux. Vous faites l'éloge de la lenteur. Vous dites que... Oui, il faudrait faire l'éloge de la lenteur. Il y a une loi Macron qui n'est pas votée. Oui. On ne va pas passer à une deuxième loi Macron. C'est lui qui l'a voulu. Peut-être, le Premier ministre lui a répondu. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, réussissons la première loi Macron, dont je suis un fervent soutien, parce que je pense qu'elle va déclencher plein de choses. Maintenant, il y a le temps de la loi, et surtout, il y a le temps des décrets. Je lui en ai parlé récemment au ministre Emmanuel Macron. Je lui ai dit, attention, aujourd'hui, les Français, on leur annonce des choses, ils veulent que ça aille vite. Mais nous, quand on fait une loi et que les décrets sortent, parfois il faut 18 mois ou 2 ans. Ce n'est plus possible. Donc il faut ralentir le temps médiatique des annonces, mais accélérer la mise en place des décisions. Vous avez entendu ? Je crois, oui. Bon, allez, on va continuer. On va passer au Sénat où un rapport sur l'enquête parlementaire sur les filières djihadistes a été rendu. Au total, 110 mesures. On voit ça en détail. Recruter d'anciens djihadistes comme informateurs, c'est l'une des 110 mesures présentées dans le rapport de la commission d'enquête du Sénat sur les filières terroristes. Premier volet, Internet, le nerf de la guerre du djihad médiatique. Parmi les propositions, l'interdiction des cyberparadis, ces serveurs étrangers qui hébergent les sites djihadistes. Les démarches des internautes seront aussi facilitées, un clic suffira pour dénoncer les messages illicites. Deuxième volet abordé, les prisons, autre lieu propice à la radicalisation. Dans le rapport, les sénateurs proposent de tripler les effectifs du renseignement pénitentiaire, mais aussi isoler les individus radicalisés. La commission a travaillé à huis clos pendant plus de 6 mois, mais aucun chiffre sur le coût de ces mesures n'a été publié. Voilà pour ce reportage de Géraldine Bavoyot. Quand on voit ce qui s'est passé sur TV5, là on peut vraiment constater que la France a pris beaucoup de retard. Oui, la France a pris du retard. La France a pris du retard parce qu'il n'y a pas eu de création de postes, parce qu'il y a eu aussi la RGPP. Je ne veux pas faire de la polémique, mais enfin, quand on réduit le nombre de fonctionnaires, quand on ne les remplace pas dans certains secteurs, dans les tribunaux, dans la justice, dans la police et aussi dans la défense et dans le renseignement, eh ben, les choses ne peuvent pas bien fonctionner. Donc là, il y a une prise de conscience, là encore. Il y a ce rapport qui a été fait. Il y a la loi renseignement qui va venir au Sénat, dont je pense qu'elle pourrait être quasi unanime. Nous ne sommes pas favorables à un Patriot Act à la française, parce que je pense que la réponse des États-Unis après le 11 septembre n'est pas forcément la bonne, mais en même temps, l'angélisme, ça suffit. L'angélisme, ça suffit. Il faut prendre des décisions fortes qui permettent à la France et à ses services d'avoir du renseignement et de rattraper le retard. Parce Vous demandez l'unanimité sur ce texte ? Oui, j'espère qu'il le sera. Pour ces sujets, il faut être unanime. Ce qui s'est passé à TV5... Attaque majeure. Ça fait peur à nos concitoyens. Moi, j'ai eu beaucoup de messages d'amis de la Drôme qui me disent, mais enfin, on peut s'en prendre une télé, donc ça veut dire qu'on ne maîtrise plus rien.
Et il faut rassurer. C'est pour ça que jeudi dernier, aux questions d'actualité au gouvernement, nous avons posé une question à Bernard Cazeneuve pour qu'il nous dise des choses là-dessus. Mais on sait qu'avec l'argent qu'a Daesh, ils peuvent acheter beaucoup de choses. Donc à nous de répondre à cela de façon forte. Et moi, j'ai confiance au gouvernement, au chef de l'État et à Bernard Cazeneuve, qui fait preuve quand même de solidité à son poste. Alors on va changer de sujet, on va parler du blocage à Radio France. L'entreprise publique connaît la plus longue grève de son histoire. Son président, Mathieu Gallet, a été auditionné ce mercredi par la représentation nationale. Il est un peu passé sous le feu roulant des questions des députés, résumées avec Rim Benhammer. Après plus de 20 jours de grève à Radio France, le conflit s'enlise. Lors d'un CCE extraordinaire, Mathieu Gallet, son président très contesté, devait présenter son plan stratégique comprenant 300 suppressions de postes. Mais les syndicats grévistes ont suspendu la réunion peu après son début et lu une déclaration où ils accusent la direction d'avoir parié sur le pourrissement du conflit. Ils votent la poursuite de la grève. Les syndicats estiment donc qu'ils n'ont plus d'interlocuteurs. Ils demandent à Fleur Pellerin de nommer un médiateur. Je prendrai mes responsabilités, ainsi que je l'avais dit la semaine dernière, et donc cela veut dire très concrètement que je recevrai les parties prenantes très rapidement et que très rapidement également, je ferai connaître les décisions que je prendrai pour renouer le dialogue social. La journée aura été très compliquée pour Mathieu Gallet, déjà chahuté par les députés lors d'une audition à l'Assemblée nationale quelques heures plus tôt. Mais il affiche sa détermination. Revenons au projet, revenons à nos atouts, à ce qu'on sait faire, c'est-à-dire de la radio. Moi, je n'ai pas prévu de charger Radio France à autre chose qu'un groupe de radio. C'est dans ce sens-là qu'on doit aller, parce que c'est le sens de notre mission et c'est ça que je porterai. J'ai encore 4 ans de mandat et je peux vous dire, pendant 4 ans, je ne lâcherai rien par rapport à ces convictions. Le CSA, qui a nommé Mathieu Gallet en mai dernier, demande lui aussi une médiation pour mettre fin à cette grève, la plus longue de l'histoire du groupe. Voilà, des syndicats radicalisés, une direction affaiblie, un État hésitant et finalement Fleur Pellerin, la ministre, qui décide de nommer un médiateur. Est-ce que pour vous c'est la bonne solution dès que les choses vont mal, on nomme un médiateur? Est-ce que l'État ne fuit pas quelque part ses responsabilités? Comment un État hésitant? Enfin, les époques ont changé. Donc il prend ses responsabilités. C'est pas le président de la République et le Premier ministre qui dirigent Radio France, pas plus que France Télévisions. Le CSA qui a nommé. C'est le CSA qui nomme, c'est plus le président de la République qui nommait ses amis. Donc là, aujourd'hui l'État doit agir. Aujourd'hui, doit dire stop. Oui, parce que la situation dans laquelle on est, elle est insupportable. 3 semaines de grève dans une chaîne publique, ce n'est pas possible. Agir pour dire stop, pas pour ce n'est pas possible. Pour dire stop, le gouvernement a nommé un médiateur. C'est pas au gouvernement de dire directement ce qu'il faut faire, ça serait de l'ingérence. C'est pas notre conception du service public de l'audiovisuel. Le médiateur va faire ce qu'il a à faire, nommé par Fleur Pellerin, par le gouvernement, et puis il faut que nous en sortions. Ça ne peut pas durer. Il n'y a pas eu assez de dialogue. Il n'y a pas eu assez de dialogue. Il faut que M. Gallet discute plus avec les syndicats, les organisations. C'est fini, le fil du dialogue. Non, c'est jamais fini. Ce n'est jamais fini le fil du dialogue. Le médiateur va faire son travail et après il faut essayer de rabibocher. Puis le CSA prendra les décisions qu'il aura à prendre. C'est-à-dire? Je n'en sais rien. Qu'il aura à prendre. Parce qu'on lui reproche son silence, son absence. Mais bien sûr. Dans cette situation-là, rien n'a vraiment fonctionné. Rien n'a vraiment fonctionné. Parce que 3 semaines de grève, sans arriver à discuter, à avancer, à faire des petits pas, en étant quasiment au même endroit 22 jours après qu'au début du conflit, ce n'est pas possible. Il peut encore rester... C'est pas à moi de juger. Non mais selon vous, parce qu'on a 3 semaines de grève, est-ce qu'on peut encore présider? Est-ce qu'on est encore crédible auprès de ses salariés? La crédibilité, je n'en sais rien. La vraie crédibilité, c'est que Radio France reprenne l'antenne, que les choses redémarrent, et une fois qu'elles auront redémarré, que l'on voit, en fonction de ce qu'a dit le médiateur, comment les choses pourront avancer. L'outil n'est pas cassé. J'espère que non, ça serait dramatique. Mais vous savez, il faut faire très attention, parce que Radio France, dans quelques jours ou quelques semaines, il y aura France Télévisions. Nous avons, nous, dans ce pays, un service public de la radio, de l'audiovisuel, qui est important à soutenir, très important. Et on sait que, vu les budgets, c'est difficile. Donc attention à ne pas casser l'outil. Et il faut que les présidents de ces chaînes, de France Télévisions comme de Radio France, s'aperçoivent de ce qu'ils ont dans les mains et de ce qu'ils dirigent, quoi. On va parler de politique et on va parler du Front National. Vous avez vu certainement que c'est la guerre ouverte au Front National, la guerre entre le père et la fille. C'est résumé par Pauline Dame. Cette image, celle d'une complicité entre un père et sa fille, est trompeuse. La rupture est consommée.
Au cœur de la polémique, l'interview de Jean-Marie Le Pen à l'hebdomadaire Rivarol, un journal d'extrême droite, considéré comme hostile à Marine Le Pen. Le président d'honneur du FN critique les choix politiques de sa fille, stigmatise Manuel Valls sur sa nationalité et va jusqu'à prendre la défense de Pétain. La riposte est cinglante. Marine Le Pen parle de suicide politique et annonce qu'elle s'opposera à la candidature de son père aux élections régionales en PACA. Pour Florian Philippot, la rupture est désormais totale et définitive. Il est en totale contradiction sur tous les sujets, d'ailleurs, avec ce que dit et ce que pense le Front National et Marine Le Pen. Et donc le Front va prendre ses responsabilités. Si les cadres du parti tirent à boulet rouge, les fidèles de Jean-Marie Le Pen préfèrent rester silencieux. Le sénateur Roger Karoutchi n'est pas étonné. C'était un règlement de compte à hockey choral un peu prévisible. Le père qui, lui, se sent dessaisi de tout pouvoir, sent que c'est sa fille qui met les siens et que les siens, et qui dit comment, et donc il va dans la provocation. Pour ce chercheur spécialiste du FN, la stratégie du patriarche est claire. Il veut vraisemblablement se poser comme un gardien du temple. Il s'agit avant tout d'un rappel identitaire, de mémoire de ce qu'a été le Front National. Il n'est pas contre la stratégie de Marine Le Pen, mais il estime vraisemblablement qu'elle ne doit pas conduire à effacer ce qu'il considère être comme l'identité profonde du Front National. Jean-Marie Le Pen sera-t-il exclu de sa fonction de président d'honneur? Le FN doit réunir le 17 avril un bureau politique. On a entendu tous les commentaires possibles et inimaginables. On parle d'explosion du Front National, vous êtes d'accord? Je m'en fiche. Je m'en fiche totalement. C'est pas votre problème? Non, c'est pas mon problème. Je dis simplement que Jean-Marie Le Pen, les propos qu'il a tenus ces derniers jours, ça fait 20 ans qu'il les tient. Et il n'avait pas bougé, tous ceux qui sortent du bois aujourd'hui, parce qu'il est peut-être plus âgé. Alors il parle toujours de théorie du complot, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de différence, mis à part sur ces phrases. Il n'y a aucune différence entre le grand-père, la fille et la petite-fille. L'orientation politique du Front National, c'est la même depuis des années. Elle n'a pas changé. Marine Le Pen veut ripolliner. La grande différence entre elle et son père, c'est que le père ne voulait pas accéder au pouvoir. Ce qui l'intéressait, c'est l'opposition. Et la fille a l'ambition d'aller au pouvoir. Donc, elle ripolline. Elle met un peu de la peinture, du cache-misère. Mais c'est les mêmes orientations. Le père absent, ça permet peut-être aussi à certains qui hésitaient à aller au Front National d'y aller très franchement et de devenir un parti plus fréquentable, non? Mais le Front National est un parti qui existe. C'est un parti qui a le droit de se présenter aux élections. Donc, il est comme les autres. Mais en même temps, ce n'est pas un parti républicain. Regardez ce qu'ils disent, la xénophobie. On va renvoyer qui de l'autre côté de la Méditerranée? Un parti républicain, mais qui est dans la République. Mais bien sûr, puisqu'il existe. Mais bien sûr, mais c'est pour ça que nous devons changer notre façon de faire de la politique. Parce qu'aujourd'hui, quel est le pouls de la France? Quel est le sentiment des Français? C'est que le sentiment de repli sur soi, le sentiment d'individualisme a pris le pas sur l'appartenance à la nation. La haine de l'autre. Ce que fait en ce moment Nicolas Sarkozy sur l'assistanat, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour tirer des réflexes par rapport à l'électorat du Front National. Nous devons parler clair et ferme. Et se réapproprier ces idées, ces valeurs captées par le Front National. Il faut mettre ces valeurs en avant tout le temps. La valeur travail, elle n'est pas de droite ou de gauche. C'est une valeur essentielle. La protection, c'est nous qui l'avons. Et si le Front National, par malheur, accédait au pouvoir, eh bien on verrait tout ce qui s'ensuivrait, la sortie de l'Europe, la sortie de l'euro, la débandade économique. Alors je ne vais pas dire ça va être le pire. Je veux simplement dire que le Front National, pour nous, c'est un adversaire rédhibitoire. Parlez clair, contrairement à Nicolas Sarkozy, qui lui se sert de nous pour faire barrage au Front National, mais se sert du Front National pour nous battre. Et si on parlait un petit peu de votre parti? Il y a un congrès qui se prépare. C'est le jeudi. Allez, on y vient. Oui. Nous sommes donc à la veille des dépôts des motions en vue du congrès du Parti socialiste qui se tiendra en juin. Chacun choisit son camp et on voit tout cela en images. Après des semaines de tractation, l'aile gauche du PS s'est mise d'accord. C'est Christian Paul, député socialiste de la Nièvre, qui mènera la motion des frondeurs.
Les proches de Martine Aubry, eux, maintiennent le suspense. Ils seraient tentés de rejoindre la motion de Jean-Christophe Cambadélis. Ils demandent au gouvernement d'infléchir sa politique économique. Manuel Valls leur a donné des gages avec ses annonces sur l'investissement. Les choses semblent donc entendues, sauf coup de théâtre. On a toujours dit que toutes les options restaient ouvertes et qu'on se déterminera en fonction de l'intérêt du pays, c'est-à-dire des politiques qui sont menées. Pour l'aile droite du PS, le rassemblement est déjà acquis. Avec Martine Aubry, avec les réformateurs, je pense qu'on peut tout à fait se rassembler. Maintenant, il y aura aussi une confrontation dans ce congrès. Dernière motion en vue du congrès, celle du courant Cohérence socialiste animé par Karine Berger, critique envers le gouvernement, mais pas frondeuse. Alors avant d'en venir à votre parti, le Parti socialiste, je vous présente Mathilde Sirot du SCAN, notre partenaire du Figaro, qui va vous interroger dans quelques secondes. Mais avant, on va évidemment parler un petit peu du Parti socialiste. Vous le voyez comment ce congrès? Est-ce que c'est gagné d'avance? C'est jamais gagné d'avance. C'est bien parti? Logiquement, c'est plutôt bien parti. Je crois qu'il faut qu'il y ait la motion menée par... Vous faites partie de la motion? Oui, alors tout ça, les Cambadélis, téléspectateurs se fichent totalement de notre business, de notre système. Hein, ça, il faut dire les choses. Mais enfin, on a un congrès. Est-ce qu'il tombe au bon moment? J'en sais rien. Alors que nous voulons redresser la France, alors que nous voulons faire évoluer l'économie, les socialistes vont se retrouver pendant 2 mois dans un débat interne. Il faut y passer. Ce que je veux dire, c'est que l'enjeu, il est clair. Il faut un parti socialiste qui soutienne clairement le gouvernement, qui puisse infléchir un certain nombre de choses, mais pas un parti socialiste dans l'opposition. Enfin, quand je vois... Là, ça, c'est pour l'aile gauche, c'est pour les frondeurs. Bien sûr, quand je vois que ce sont les frondeurs, ceux qui ont mis à mal le gouvernement depuis des mois, qui ont été les plus grands opposants à l'Assemblée nationale, qui n'ont pas voté des budgets, qui n'ont pas voté le pacte de stabilité et qui nous ont contraints à faire le 49-3 sur la loi Macron, quand je vois que ce sont les frondeurs qui dirigent cette motion, je pense que c'est quand même grave. Donc votre parti est coupé en deux? Mais on verra en deux, il y aura un vote, on verra ce que seront les résultats. Il n'est pas du tout coupé en deux. Pour l'instant, il y a quand même deux, il y a l'aile gauche. Mais ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas au Parti socialiste comme dans les autres. Mais oui, il y a toujours eu des courants d'émotions. Moi, j'en appelle au rassemblement et à l'unité. Forcément. Parce que pendant 1 an, il n'y avait pas de droite, elle était empêtrée. Donc l'opposition au gouvernement, c'était les frondeurs. Mais moi, je ne veux pas ça. Le Parti socialiste doit être en phase avec le gouvernement. Il doit le pousser. Tous derrière Manuel Valls, tous derrière le chef de l'État, tous derrière tout le monde le mouiller la chemise, même les Premier ministres. ministre. Mais bien sûr. Mais enfin, ça rimerait à quoi que les ministres ne fassent pas le congrès? Les ministres sont là. Nous soutenons le gouvernement et j'espère que la motion de Christian Paul soutiendra le gouvernement aussi. Ça, c'est pas gagné. Ça sera l'enjeu du congrès. Je reviens un petit peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que vous en avez parlé et je voudrais revenir un petit peu. Vous avez dit, pas sûr que cette date soit la meilleure pour avoir le congrès. Je ne me trompe pas quand vous avez dit ça? Oui, je ne me trompe pas, non. Mais il n'y a jamais de bonne date. Trop tard. Mais non, mais c'est pas ça. C'est parce que nous sommes en train de mettre en place des lois pour faire bouger la France. Et à ce moment-là, nous allons être en conclave dans un congrès. Bon, et je pense que les Français vont regarder ça de façon un peu bizarroïde. Donc il aurait fallu le décaler en disant, je n'en sais rien, il a lieu là, donc on va le tenir. Il faut qu'il se passe le mieux possible, mais il faut surtout, si je peux permettre un dernier mot, que le congrès des socialistes, ce ne soit pas les socialistes parlent aux socialistes, mais les socialistes parlent aux Français. On n'en a pas parlé, mais Katia, je sais que vous brûlez envie d'en parler. Martine Aubry, d'un mot. Martine Aubry. Qu'est-ce qu'elle peut faire, Martine Aubry? Si elle ne vous rejoint pas ou si elle vous rejoint, c'est elle la grande gagnante, ça sera... Non, mais il n'y a pas de gagnant et de perdant. Nous voulons rassembler tout le monde et Martine Aubry a sa place dans la motion majoritaire. Alors, tout ça, on a envie de vous dire tout ça. Mais non, mais parce que ça a été encore l'écume, ça, médiatique, et tout ça, c'est le jeu, mais oui, ça n'a pas d'importance. Elle joue le jeu. Elle joue le jeu. Nous avons besoin d'avancer, nous avons besoin de faire évoluer la politique et tout le monde doit y travailler. Alors on va quitter le PS Didier Guillaume, mais puisqu'on va accueillir notre partenaire du Figaro, pour un petit décryptage de l'actualité politique. C'est la loupe du SCAN. Et Mathilde Sirot est donc dans la place. Vous revenez sur la polémique de la semaine. Oui, et Didier Guillaume, on a encore beaucoup parlé de laïcité cette semaine, comme vous le savez, avec cette affiche de la RATP et la mention des chrétiens d'Orient. La RATP s'est finalement ravisée avec l'indignation des politiques. On a entendu dans le même temps cette proposition du secrétaire d'État Thierry Mandon qui voudrait plus de mosquées. Alors vous, Didier Guillaume, vous défendez la laïcité, vous dites même laïcard. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous inspire? Mais la RATP a fait une grosse bêtise.
Enfin, il n'y a pas lieu à polémiquer sur un sujet comme ça. Moi, je regrette que ce soit passé comme ça. Le Premier ministre a sifflé la fin de la récréation et les choses sont rentrées dans l'ordre. Mais il ne faut pas aller dans un sens ou dans l'autre. C'est comme quand Bernard Accoyer dit qu'il ne faut pas que l'Assemblée nationale siège le vendredi saint. Mais dans quel monde sommes-nous? Là, on est plus sur le terrain de la laïcité. Mais oui, mais dans quel monde sommes-nous? Enfin, ça ne va pas tout cela. Donc, la laïcité, ça doit être une valeur que nous devons toujours porter, un drapeau qui claque au vent de la République. C'est cela. Il n'y a pas à lui mettre un adjectif, laïcité ouverte, laïcité fermée, ceci, cela. La laïcité, c'est le respect de tout. Et donc, les affiches pour le concert, qui est la mention Chrétien d'Orient, ça ne pose aucun problème. Je pense qu'il y a eu un manque de discernement. Après, ce n'est pas à nous, ce n'est pas à la sphère publique de dire s'il faut construire des mosquées, des églises ou je ne sais trop quoi. Mais il faut que nous repensions cela. Moi, je ne suis pas favorable, depuis très longtemps, à ce que l'argent public serve à financer des lieux de culte. Parce que la loi de 1905, ce n'est pas cela. En même temps, il y a des situations, il faut sortir, nous l'avions dit depuis des années, il faut sortir l'islam des caves. Parce que si nous voulons un islam ouvert, l'islam est une belle religion, une religion formidable. Mais il faut que ces gens puissent pratiquer leur religion en toute tranquillité. Mathilde, on fête un anniversaire? Oui, c'est bientôt votre anniversaire, Didier Guillaume. Bientôt 1 an à la tête du groupe socialiste au Sénat. Alors vous avez vécu la bascule à droite du Sénat en septembre. Est-ce que c'est plus facile de diriger un groupe qui est dans la majorité ou dans l'opposition? C'est pareil. C'est pareil. Vous savez, les socialistes, ils sont toujours comme ça. Vous êtes sûr de ça? Oui. Bon, moi, ça fait 1 an que je suis là. Je suis très, très heureux d'avoir la confiance de mes amis, mais ce n'est pas le sujet. Nous avons fait quelques mois dans la majorité. C'était très compliqué. Hein. Il ne vous a pas échappé que la majorité au Sénat, elle n'était pas toujours là. Bon, là, nous sommes maintenant dans l'opposition et nous nous regroupons pour défendre nos convictions, pour soutenir le gouvernement. Rapport avec l'Assemblée, hein? Oui, alors je vais vous parler un tout petit peu des frondeurs encore. Imaginez-vous un instant dans la peau de Bruno Le Roux, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous, à sa place, vous auriez pris des sanctions contre les frondeurs? Non, mais écoutez, Bruno Le Roux est un très bon président de groupe. Il vit des situations parfois un peu difficiles lorsqu'il y a des textes avec les frondeurs. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est vraiment pas le sujet. Est-ce qu'il est assez sévère? Mais on ne convainc pas par des sanctions. On convainc par des idées. Et aujourd'hui, on voit bien que tant qu'on n'aura pas passé le congrès du Parti socialiste, il y aura quand même des postures. Un dernier mot sur les départementales. Votre département, la Drôme, est passé à droite. Oui. Vous avez refusé de vous représenter à la tête du Conseil général. Est-ce que vous regrettez? Non. Non, j'avais fait un choix personnel. Moi, je suis pour 3 mandats consécutifs maximum. J'ai voté la loi sur le cumul limitant le cumul des mandats. Je me la suis appliquée. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Mathilde Thirault. Merci Didier Guillaume d'avoir été l'invité de Merci Parlement à vous. Hebdo. Et on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, même lieu, même heure. Bonne semaine.